Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 76. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à Esneux pour le rassemblement national du 21 juillet. C'est un rassemblement de voitures anciennes avec notamment, comme vous pouvez le constater derrière moi, quelques très beaux modèles. On aura l'occasion d'en reparler plus loin dans l'émission. Une émission numéro 76 assez éclectique puisqu'on va vous proposer de la course de côte, du circuit, du karting et même du rallye, bien entendu. Allez, on commence tout de suite avec la course de côte d'Al sur ce mois, cette troisième manche du championnat national et cinquième manche du championnat Fédération Wallonie-Bruxelles avait rassemblé un très beau plateau composé de 90 concurrents. Le résumé complet de cette épreuve par Max GT AVDB 99. On regarde tout de suite les images, c'est parti. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Troisième manche du championnat national de course de côte et cinquième épreuve du championnat ASAF de la discipline, la course de côte de Halle-sur-Semois fut une nouvelle fois un grand cru. Si d'habitude c'est du côté des pilotes que l'on parle de cette fait peur, cette fois-ci c'est du côté de l'organisateur que l'on a eu peur. En effet, bien que le nombre d'engagés cette année soit normal, ceux-ci ont beaucoup tardé avant de rendre leur bulletin d'engagement, ce qui a eu le don d'offrir quelques sueurs froides à l'organisation. Qu'à cela ne tienne, la joie est revenue au vu de l'afflux de spectateurs et pour couronner le tout, le record de la côte est pulvérisé par Corentin Starks lors de la deuxième montée. Il améliore encore son chrono dans la montée suivante. Il s'empare non seulement du record détenu depuis 2013 par Guy Demuth, mais il monte évidemment sur la plus haute marche du podium. 7 secondes derrière, Bruno Cazzoli, au volant de sa Lola, ne pouvait espérer mieux que cette deuxième place. Il devance Daniel Hallet sur une Dallara F308. Didier Boomer, sur une autre Lola, échoue au pied de ce podium pour près de 4 secondes. Il devance Christian Hannot, qui clôture ce top 5 au volant de sa Dallara. Derrière ces monoplaces arrivent les premières voitures fermées, avec en tête la Porsche 911 GT3 de Loïc Cordier. Il s'empare de la 6e place. On attendait un duel entre Cordier et Nicolas Brepson au volant de sa superbe Lamborghini. Ils étaient au coude à coude à la fin des essais, mais la Lamborghini hypothèque toutes ses chances suite à une touchette en seconde montée. Il en restera là. Les 7e et 8e rangs sont occupés par les formules Renault de Renaud Fontenelle et William Merny. Eric Schwilden impose sa Peugeot 205 à la 9e place finale et s'impose dans la catégorie PF2. Quentin Gilbert nous revient au volant de sa magnifique Nissan Skyline. Il clôture ce top 10 de l'épreuve nationale. Du côté des pilotes provinciaux du championnat ASAF, la division 4 est dominée par la famille Marchal, père et fils, qui prennent les 2 premières marches du podium. Ils devancent Florian Collard en kart cross. En division 1, 2, 3, il y a Christophe Lenouvel qui s'offre le luxe de remporter l'épreuve malgré un abandon sur ennui de boîte de vitesse en dernière montée. Il est sauvé de justesse par le cumul de ses 2 premiers chronos. En provincial, la règle est ainsi faite que le résultat final est pris au cumul des 2 meilleurs chronos des 3 montées. Christophe Lenouvel, fidèle à lui-même, est déjà performant dès la première montée. Olivier Dubois, au volant de sa Lotus Elise, devra dès lors se contenter de la 2e place finale. Francis Gilles, en proie à des ratés moteurs principalement en première montée, ne pouvait rivaliser et clôture ce podium de la division 1, 2, 3. Voilà, c'est sur ces images que nous quittons Halle-sur-Semois. Allez, on va parler karting maintenant dans cette émission avec les Yamé Series Benelux qui poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Tous les plateaux s'étaient retrouvés sur la magnifique piste de Genk. On notera d'ailleurs dans les classements la magnifique 2e place de Alexis Constant, le pilote Racing Channel. C'est Prodif et le RACB qui vous proposent le résumé complet de ce meeting. C'est parti pour Genk. Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut.
Il y avait du monde fin juin dans les tribunes du Karting Gang pour la 3e épreuve de la Yamaha Series Benelux 2022. Et une chose est certaine, la lutte pour la victoire s'annonce très disputée en mini, catégorie des 10-12 ans. 2 manches qualificatives au programme donc avec attribution de points à leur issue. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle détermine aussi la grille de départ de la finale. Après une courte pause, on prend les mêmes et on recommence, cette fois pour la 3e finale de la saison. Sur la première ligne, Arthur Hoang et Edouard Godefroy, sur la deuxième, Gilles Herman et Just Mulder. Concentration maximale avant le départ d'une finale de 11 tours intenses. Le coup d'envoi est donné à l'extinction des feux et c'est parti, bon départ d'Arthur Hoang. Le Belge d'origine vietnamienne creuse même un petit écart car derrière cela se bat. Lutte entre les 2 ex-mini-rookies, Gilles Herman et Edouard Godefroy pour la 2e place. Le duel est propre et magnifique à regarder. Bagarre aussi pour la 4e place entre le français Maël Lemarchand, Senna Meunier et Zdenek Babišek qui sera finalement déclassé car trop léger à la pesée. Mais à la mi-course, changement de physionomie, Arthur Hoang est repris. Edouard Godefroy passe à l'attaque, prend l'avantage, mais la manœuvre n'est pas encore décisive. Jusqu'à la fin, une bagarre à 4 pour la victoire. Godefroy, Herman, Hoang et Lemarchand se disputent la première place. Gilles Herman prendra la tête, mais dans la dernière ligne droite, Edouard Godefroy lui brûle la politesse pour s'imposer avec 29 millièmes d'avance devant Herman, Hoang, Lemarchand, Devon Hakkinen et Senna Meunier. Depuis le début de saison, la catégorie mini-rookie des 7 et 10 ans est dominée par 2 hommes. Priam Bruno fait partie de ceux-là. Avec Jordi Broekman, ils se sont partagés les 2 premières finales. Mais à Genk et fin juin, pour la 3e épreuve de la Yamaha Series Benelux, la tendance pourrait bien changer. Le top 5 et le reste de la grille est donc connu avant la finale. 33 jeunes pilotes s'avancent en pré-grille. Ils sont cette fois classés en fonction des résultats cumulés des manches qualificatives. Priam Bruno emmène Finn Rossen, Milan Beku, Jordi Broekman et Antoine Nicolai. Le peloton s'élance et c'est parti pour 11 tours de course. Les premières minutes de cette finale sont rythmées par la bagarre en tête. Milan Beku parvient à s'emparer de la tête et Jordi Broekman saute sur l'occasion pour prendre aussi l'avantage sur Priam Bruno quelques instants. Le trio emmène avec lui Finn Rossen. Derrière, on assiste à une belle remontée, celle de Luis Bieland. Parti 8e, le Belge remonte à la 5e place finale devant Jaimero Hoft et Antoine Nicolai. Mais revenons à la lutte pour la victoire. Peu avant la mi-course, Priam Bruno reprend les devants et semble pouvoir creuser l'écart sur Jordi Broekman, son plus grand rival pour le titre. Juste derrière, pour la 3e place, on assiste à un chassé-croisé entre Finn Rossen et Milan Beku. Le spectacle est splendide, le suspense à son comble, 4 pilotes peuvent encore l'emporter. D'autant que dans le dernier tour, Priam Bruno ferme un peu trop les portes et voit revenir Jordi Broekman qui passera dans l'avant-dernier virage pour s'imposer de justesse devant Bruno, Rossen et Beku. Une victoire difficile. Y aura-t-il un 3e vainqueur en 3 courses à Genk? C'est la question qui se pose au départ de la 3e manche de la Yamaha Series Benelux en X30 Junior, catégorie réservée aux 12-15 ans. Parmi les candidats à cette victoire, Thibaut Ramakers, vainqueur à Mariembourg et leader du championnat, Clément Outran, champion en titre. On a aussi les pilotes Victor Hillen, Noah Montero et Paco Muesenburger. On a aussi Aaron Ferrazzano, vainqueur de la dernière course à Austricourt. Bref, du beau monde. Les essais qualificatifs sont dominés par Thibaut Ramakers. Pole position en vue des manches qualificatives pour le Chimassien. Belle prestation aussi pour Noah Montero, 2e. La suite du week-end, vous la connaissez, ce sont des manches qualificatives qui déterminent la grille de départ de la finale. 3 manches pour chaque pilote ce week-end. Pour le public, c'est un peu l'apéritif avant le plat principal. Aaron Ferrazzano se montre pour le moins efficace durant ses manches. 3 victoires en autant de courses, le Belge confirme sa bonne forme après sa victoire à Austricourt. À ses côtés sur la grille de départ de la finale, Sacha Van Bosch. Par rapport à la qualification, le Néerlandais a fait un sacré bond de la 9e à la 2e position. Alexis Constant reste très bien dans le coup jusqu'ici, 3e place au classement intermédiaire, devant Thibaut Ramakers, 4e. Le Chimassien a manqué d'un peu de vitesse et de rythme en course pour conserver sa première place.
Cathal Clark complète le top 5 devant Clément Outran qui limite bien les dégâts. La tension monte sur la grille de départ à quelques minutes de la finale. Ils sont 36 à vouloir le meilleur résultat possible. Aaron Ferrazzano en pole position, avec lui sur la première ligne, le rookie Sacha Van Bosch, sa meilleure place depuis le début de l'année. Juste derrière, Alexis Constant, voilà pour le top 3. 15 tours au programme pour faire la différence. Et c'est parti, le peloton aborde le premier virage sans Clément Outran, victime d'un souci mécanique. Le meilleur envol est signé Sacha Van Bosch, mais il en perdra le bénéfice. Le Néerlandais finira 11e. Après un départ moyen, Aaron Ferrazzano ne tarde pas à reprendre sa position. Pas moyen de l'arrêter, ses adversaires le laissent filer vers un deuxième succès d'affilée. Pour Thibaut Ramakers, c'est par contre le début d'un calvaire, plusieurs positions perdues et puis un accrochage dans le dernier virage. C'est l'abandon, mauvaise opération, tout comme pour Noah Montero, 27e. Derrière le leader, une lutte pour la deuxième place entre Alexis Constant et Cathal Clark. Le Britannique prendra l'avantage mais devra le céder après l'arrivée. C'est la conséquence d'une pénalité de 5 secondes car son pare-choc avant est éclipsé. C'est finalement une 4e place finale pour lui devant Simon Lacroix, numéro 159, parti 14e. La deuxième position pour Alexis Constant donc, qui monte pour la première fois sur le podium cette saison. Et la 3e pour Pacom Weisenburger, remonté depuis la 9e place. Un coup de chapeau à Aaron Ferrazzano qui réussit à marquer le maximum de points ce week-end en s'imposant à Genk. Aaron possède désormais 16 points d'avance sur Thibaut Ramakers, 22 sur Pacom Weisenburger, avant la 4e manche du championnat, toujours à Genk, du 19 au 21 août. Au moment d'aborder les essais qualificatifs de la 3e épreuve de la Yamaha Series Benelux à Genk, la pluie fait son apparition. Pour les pilotes et les mécanos des classes X30 Master et Senior Cup, c'est la course. Avant la course, il faut changer les réglages et les pneumatiques pour éviter de se faire surprendre. Sous la pluie, Mathieu Delboeuf s'est montré le plus rapide du peloton et donc forcément le plus rapide de la Senior Cup pour les 18-29 ans. Latois a devancé l'un de ses rivaux dans la classe, le français Pierre Mochalski. Comme vous avez pu le remarquer sur la grille de départ, le temps sec est de retour pour les manches qualificatives. L'occasion pour certains de se refaire une santé, c'est le cas notamment de Darak Adriansens, 12e des qualifications, le voilà désormais 5e au classement intermédiaire. Un retour dans le paddock pour les pilotes, le temps de remettre leur châssis en ordre et puis on est reparti sur la pré-grille en vue de la 3e finale de la saison avec Kevin Lemens et Mathieu Delboeuf en première ligne. 15 tours sont au programme dans cette catégorie, départ lancé en vol totalement réussi pour Jim Ringelberg qui met d'emblée la pression sur Kevin Lemens et passe en tête dès le premier tour. Le Néerlandais ne tiendra toutefois pas le coup, Lemens reprend sa première place 4 tours plus tard. Derrière eux, on retrouve Darak Adriansens et Nick Smith. Ils ont pris le meilleur sur Mathieu Delboeuf qui sera pénalisé de 5 secondes. Son pare-choc avant est éclipsé suite à un contact. Il terminera 17e du général, 9e en Senior Cup. Après quelques tours, la procédure slow est enclenchée. Plusieurs pilotes se sont accrochés, des cartes sont mal placées. Cette procédure permet au commissaire de tout évacuer avant de relancer le peloton. Une relance parfaitement gérée par Kevin Lemens qui résistera jusqu'au bout à Jim Ringelberg malgré la pression. Première victoire de la saison pour lui, pas la plus simple de sa carrière. Voilà, nous sommes ici avec monsieur Jean-Claude Godefrin. Jean-Claude Godefrin, pour les plus anciens, je pense qu'ils s'en souviendront. Il a eu un grand passé de mécanicien à la grande époque des Opel Astra et de l'Opel Team Belgium avec Bruno Thierry et Freddy Lux. Mais on va un petit peu évoluer dans le temps parce que notre ami Jean-Claude, il a la particularité d'avoir une magnifique voiture qui s'appelle une Devine. Et oui, devinez son nom, mais ça s'appelle comme ça, c'est une Devine. Alors Jean-Claude, parlez-nous un peu de votre voiture. Quelle est la base d'abord de cette voiture-là et quelle nationalité a cette voiture, anglaise, allemande ou quelque chose comme ça? On vous écoute. Américaine. Elle vient de Californie, elle est fabriquée à El Monte. Donc Bill Devine était pilote de course après la guerre et il voulait construire lui-même des châssis. Et pour ça, il fabriquait des coques en polyester qui étaient assez fines, assez rudimentaires, pour dire juste d'avoir une coque. Et puis après, alors, il a commercialisé des kits de polyester, un peu comme Apple l'a fait. Hein. Et alors,
en 64, il a sorti un modèle qui est resté malheureusement unique parce que c'était le dernier après la société a fait faillite, donc en 64, qui était une coupé GT. Il n'y en a qu'un seul en Amérique et moi je me suis inspiré de ce modèle-là pour faire celui-ci au départ d'une voiture qui est venue d'Amérique. Donc il y a une coque qui est venue d'Amérique en 2013, je l'ai récupérée en 2019 et donc on l'a réparée. Donc c'est un châssis Volkswagen, mécanique Volkswagen avec une coque en polyester. D'accord. Et vous avez vous-même construit quasiment cette voiture? Oui, au départ, donc de la coque qui est venue d'Amérique, on a réparé cette coque parce qu'elle était en trop mauvais état. On a fait un moule, on a ressorti une coque et donc cette coque-là est vraiment neuve, je veux dire, par rapport à l'origine. Alors une petite question qui peut paraître un peu insignifiante pour certaines personnes. Comment arrive-t-on à immatriculer et rouler sur la route avec une voiture comme ça, un exemplaire quasiment unique? Très bonne question. D'ailleurs, la couleur orange, elle a une histoire parce qu'au départ, je ne pensais pas pouvoir l'immatriculer, très franchement. Et je me suis dit, je la ferai en orange parce que j'irai la vendre en Hollande, parce que là, ils vont l'acheter. Mais par contre, non. Au niveau de l'autosécurité, avec les papiers Volkswagen, j'ai eu pas trop de problèmes, je veux dire. Peut-être que je suis tombé un jour où ils étaient bien lunés, je ne sais pas. Mais non, les papiers correspondent au châssis. Tout fonctionne, tout est en ordre. Donc non, à ce niveau-là, non, il n'y a pas eu de problème. Au niveau mécanique, qu'est-ce que vous avez comme mécanique là-dedans? Moteur, boîte, qu'est-ce que c'est? Ce sont des moteurs de coccinelle et boîtes de coccinelle? Oui, tout à fait. Donc toute la mécanique est Volkswagen. Boîte de vitesse, moteur, c'est un petit moteur 1600. Hein. Au départ, je pensais mettre plus gros, mais quand j'ai fait les premiers mètres avec, je me suis dit, pour ce qu'on fait avec, 54 chevaux, c'est largement suffisant. Avec 600 kilos, c'est largement suffisant. Ok, merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir détaillé votre voiture. Et puis encore une fois, vraiment, c'est une très très belle réalisation. Je vous présente mon petit-fils qui m'a donné un coup de main et je lui mets la main dans l'engrenage. Donc il est très fier de sa voiture. On le retrouvera peut-être un jour comme vous, peut-être dans une grande équipe d'usine en rallye ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir présenté votre voiture. Regardez derrière moi cette magnifique VW Cox rose. Voilà une des voitures que l'on peut trouver ici à ce rassemblement national du 21 juillet à Esneux. Justement, de Cox, il va en être question avec les 25 heures Fun Cup. Cette épreuve qui constitue le point d'orgue de la saison pour tout pilote de Fun Cup avait bien entendu rassemblé un plateau absolument extraordinaire de 110 voitures. On regarde tout cela en images grâce à Prodif et Chronos Events. C'est parti, regardez. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi, à Fleurus. 119 voitures au départ, du soleil et le retour du public sans aucune restriction. Le menu était pour le moins alléchant au départ de cette édition 2022 des Hankook 25 heures VW Fun Cup. En pole position, Sébastien Kleusken sur la numéro 477 des RM Autographes grâce à un chrono record signé par Cédric Bologne lors des essais qualificatifs. Et puis attention aussi au français Ludovic Bellinato, équipier de Kevin Capras, Lorenzo Doniaco, Timo Van Imp et Christophe Nivarlet sur la numéro 280 Socarden Milo. C'est d'ailleurs Ludovic Bellinato qui était le plus prompt à s'élancer et qui escalade en tête le raidillon. Malheureusement pour la numéro 280, les choses se compliquent dès le premier gros freinage au sommet des combes. Regardez bien en dessous de la voiture. L'étrier de frein explose. Il faut un magnifique réflexe du pilote français pour éviter un carambolage, même s'il y a eu un léger contact avec la 480. La voiture sœur de Milo Tourneur. On revoit cela depuis l'habitacle de Benjamin Pike sur la numéro 219. Pour l'équipage de la 280 Socarden Milo, pourtant pointé parmi les grands favoris, la déception est énorme. Le pourquoi du comment, on ne l'a pas encore. Mais le résultat final est le même, on abandonne quoi. Donc voilà, mais c'est clair que c'est très décevant. C'est vraiment très décevant. Cruelle désillusion aussi pour la numéro 1 DRM Vaillante qui percute une autre voiture derrière la voiture de sécurité. Et avec un châssis plié, cette voiture n'aura même pas bouclé un tour. Un peu plus tard, c'est la numéro 2 DRM Autograph Fun qui disparaît du classement. Brand Verheyen ayant été impliqué dans un accrochage multiple au sommet du raidillon.
Le début de course est d'ailleurs très haché avec de multiples interventions des voitures de sécurité. Il faut essayer de rester dans le bon peloton. Le soleil, qui a été omniprésent durant toute la première partie de cette course, se couche lentement sur Francorchamps avec l'arrivée de la nuit et son traditionnel d'artifice. La course rentre dans sa nouvelle dimension. Au petit matin, c'est la numéro 424 de Groupe Le Moine by M3M avec Michael Lenders, Pierre Lallemand, Gilles Smith, Hugo De Wilde et Luca Ayari qui est en tête. Cette 424 qui gère parfaitement la stratégie, une stratégie marquée par une économie de carburant. C'est le cas aussi d'ailleurs pour la numéro 415, Club Sport Racing de Koen De Witt, Peter Holmes, Olivier Hart, Paul Teisgens. Ces 4 pilotes qui doivent donc rouler avec le pied léger. Sur la 421, DDK Mega, Pierre-Yves Cortals, Claude Pierson, Aurélien Comte et Yann Erlaché visent encore la victoire à ce stade de la course. Les incidents se multiplient en ce dimanche matin, comme Marnix Homerson qui sort trop large dans le S d'Espagne et qui vient percuter le mur. C'est beaucoup plus grave encore pour la 477 DRM Autographe. Alors que cet équipage était en train de remonter vers le top 5 du classement général, les polemen et tenants du titre sont victimes de cet incident. Regardez, une voiture de l'équipe Orez part en tête à queue. Émile de Driver ne peut pas l'éviter. Les dégâts sont importants. La 477 ne montera pas sur le podium cette fois. En fin de course, c'est la numéro 426 qui est impliquée dans cette impressionnante sortie de piste. Jean-Luc Van Dormal s'accrochant avec un autre concurrent. Nous sommes alors dans la dernière demi-heure et les faits de course ne sont pas encore terminés. C'est cette fois dans la catégorie biplace que la course bascule, alors que la 315 de Fun for Racer by Come to You, la voiture pilotée par Norbert Camara, Marc-Olivier Van Oppens, Frédéric Taquet et Geoffrey Barra, elle avait mené tout le début de course. Elle se dirigeait vers la victoire lorsque le moteur en a décidé autrement. Le sport automobile, parfois, peut être cruel. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et 5 ans après un premier succès, la 342 Milo Monster Trendy s'impose de nouveau dans la catégorie des biplaces. Francis Punus et Éric Jardon étant cette fois épaulés par Tom Ransonnet et Grégoire Münster, ils s'imposent dans cette catégorie. La 5e place pour la numéro 480 Milo Tourneur avec Guillaume Mondron, Gilles Verleyen, Simon Tourneur et Maxime Soulet, le renfort de choix. 5e place pour cette équipe qui console en quelque sorte le Milo Racing. La numéro 421 aura été en lutte pour le podium durant toute la course. Finalement, Claude Pierson, Pierre-Yves Cortals, Yann Erlaché et Aurélien Comte doivent composer en fin de parcours avec un avant endommagé qui ralentit quelque peu le rythme de cette voiture. Finalement 4e. 3e place pour l'équipe Orez Motul. Olivier Pernaut, Benjamin Rivière, Arnaud de Samer et Théo Nouet ont réalisé une course absolument parfaite pour s'offrir un premier podium sur les Hankook 25 V Fun Cup. Et pour la victoire, on a assisté à un final absolument passionnant avec 2 voitures qui devaient chacune économiser du carburant. Michael Lenders au volant de la numéro 424 de Groupe Le Moine by M3M, voiture partagée avec Pierre Lallemand, Gilles Smith, Hugo De Wilde et Luca Ayari, finalement aura géré jusqu'au bout. C'est bien la 424 qui s'impose. 3e victoire pour l'équipe M3M de Jean-Luc Dubois. Super boulot. Stressante. Les 3 dernières heures, on devait gérer l'essence. On avait la 415 qui était derrière nous sur aussi la même stratégie que nous. Et donc au dernier fuel, on a tiré 2 tours en plus qu'eux. Et donc on savait qu'on devait juste se calquer par rapport à eux au niveau de la distance, tenir le gap et faire la même chose qu'eux. C'est une des plus grandes courses en Belgique, je crois que c'est la course la plus longue du monde. Donc en tant que pilote belge, c'est un rêve qui se réalise de gagner cette course et j'espère pouvoir continuer avec le team et mes coéquipiers pour aller essayer d'en chercher d'autres. La 2e place finale dans le classement général constitue aussi une victoire dans la catégorie Fun pour la numéro 415 Club Sport Racing de Koen De Witt, Peter Holmes, Olivier Hart
Et Paul Guns, elle aura été l'une des toutes bonnes surprises de cette édition 2022. Si on avait pu signer pour un résultat pareil, parce qu'on était outsider, mais outsider dans les derniers, donc le sentiment, il est très euphorique, on va dire, d'avoir pu faire ce résultat avec cette équipe qui s'est mise en place de dernière minute, mais un résultat formidable parce que ce Club Sport Racing a été créé il n'y a même pas une saison, c'est notre toute première saison. Dans la classe pure, soit les pilotes qui n'ont que la VF1 Cup comme expérience, la numéro 199 DRM Credeco était pointée comme la grande favorite. Quentin Denis, Florian Van Doren, Julien Chen et leur équipier Maxime Batifoulier n'ont pas déçu. Ils terminent dans le top 10 du classement général et remportent leur catégorie. On peut aussi parler de victoire dans la catégorie Vintage pour la numéro 40, VFC by Team 40, Patrice Tranchant, Simon Duterme, Quentin Laruelle, Georges Fontaine et Vincent Dehalleux ont dominé cette catégorie regroupant les voitures les plus anciennes, c'est-à-dire les Evo. L'histoire retiendra donc que c'est la numéro 424 Groupe Lemoine by M3M qui a remporté cette édition 2022 des Hankook 25h VF1 Cup. Rendez-vous en 2023 pour ce qui sera la 25e édition de la course la plus longue du monde. Alors voilà, on se retrouve toujours ici à Esneux au milieu de ce magnifique rassemblement de voitures anciennes, le rassemblement du 21 juillet, rassemblement annuel. Et nous sommes avec Vincent, une des chevilles ouvrières de ce club Esneux Rétro Passion. Alors Vincent, parlez-nous un petit peu de cette organisation et comment est-ce que est né tout ceci. Donc bonjour à tous, ça a démarré il y a déjà un certain temps. Donc au club, on pensait faire un petit événement pour se réunir à l'occasion du 21 juillet. Et donc ça s'est mis en place une première année un peu timidement, mais dès la première année ça a pris une belle ampleur. Le monde est présent, donc 21 juillet, donc on a toujours une météo qui joue beaucoup sur le taux de participation, mais comme vous pouvez le remarquer, les quelques gouttes n'effraient pas le public. Et donc du coup ça s'est perpétué. Je veux dire, chaque année on organise à l'occasion donc, du 21 juillet donc, ce rassemblement gratuit, statique, donc visiteurs comme participants viennent et partent à leur guise et profitent de revoir les véhicules de jeunesse d'antan qui les ont marqués et ça fait rêver aussi les enfants, d'engouement vraiment tout public et très, très accueillant, sympathique. Donc Vincent, est-ce que vous avez d'autres activités que ce rassemblement ici du 21 juillet dans votre club ? Alors notre club, on organise chaque année, je vais dire, voilà ceci, nos balades respectives. Donc au niveau du club, on a quelques balades sur l'année, donc organisées par nos 10 membres du comité. Et on est co-organisateur avec la PAM, donc qui organise les Journées du patrimoine ici le 11 septembre prochain. Donc au même endroit, une autre ampleur évidemment, où là aussi d'autres activités, animations sont proposées, à voir aussi via les sites internet de la PAM pour tous les renseignements et aussi parmi tous les clubs membres de ce rassemblement de la PAM. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation de votre réunion ici, c'était très chouette et on espère encore que ça va encore durer très très longtemps, sauf s'il y a des inondations ou la canicule. Merci Vincent pour la présentation, c'est gentil. Team Bassin Rousselard, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Certainement pas. Mais si je vous parle du TBR Rally, là, tout de suite, ça vous interpelle. Le TBR Rally est une épreuve extrêmement cotée en Flandre qui réunit toujours un plateau extraordinaire avec tout le gratin des rallymen ouest flandriens, dont cette année-ci, un certain Paul Littard qui effectuait son premier rallye avec sa fille à ses côtés. On regarde tout cela en images grâce à G-Photographie. C'est parti pour Rousselard. Regardez. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Auze. C'est sous une météo particulièrement agréable que s'est déroulée cette première édition du TBR Short Rally. Autrefois, simple rallye sprint, il monte en gamme en cette année 2022. Le parcours flandrien, réputé pour son revêtement particulièrement glissant et piégeux, a rendu cette épreuve intéressante tant pour les pilotes que les spectateurs. On attendait Vincent Verskuren au départ, mais il a déclaré forfait à la veille de l'épreuve. C'est donc une vieille connaissance, Andy Lefebvre, au volant de sa Porsche, qui l'emporte suite au retrait de Günther Monens suite à son bris de suspension entraînant la perte de sa roue dans la 4e spéciale.
Steve Beckhardt n'aura jamais pu rivaliser contre la Porsche de Lefevre. Beckhardt arrivera tout de même à lui prendre 3 des 8 scratchs possibles. C'est donc tout naturellement qu'il s'empare de la 2e place. La lutte pour la plus petite marge de ce podium fut particulièrement serrée entre Kurt Bone et Matthias Langenakens. Au terme de ces 8 spéciales, seulement 6 dixièmes de seconde les séparent au profit de Langenakens qui clôture donc ce podium. Brecht Horn, en bataille avec Stefan Stouff pour la 5e place, va bénéficier d'un petit coup de pouce de ce dernier qui, suite à un souci de transmission, sera relégué à la 8e place finale. Brecht Horn en profite donc pour s'emparer définitivement de cette 5e place. Van Damme, 6e au volant de son Alpine, devance le vainqueur de la catégorie historique, Danny Kerkhoff, ici copiloté par Beyond Six, au volant de leur BMW M3. Stefan Stouff sauve les meubles suite à ses ennuis de transmission et est 8e devant Paul Lietard, ici copiloté par sa fille, qui a finalement en dernière minute décidé de participer non pas avec sa nouvelle Ascona mais bien avec sa Ford Escort. Il devance la Mitsubishi de Bale qui clôture ce top 10. Comme de nombreux suiveurs, on se fixe déjà rendez-vous l'année prochaine pour une 2e édition de ce TBR Short Rally. Voilà, cette émission est à présent terminée déjà, mais je vous rassure tout de suite, nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, n'hésitez pas, vous allez sur Facebook, vous nous faites un petit commentaire si vous le désirez. Vous pouvez également aller sur notre site www.racingchannel.be. Vous pourrez visionner cette émission ou revoir les émissions précédentes. D'ici là, faites toujours très attention à vous et puis on se retrouve le mois prochain. Bye bye.